Donc, on va prendre deux, trois petites minutes le temps que tout le monde arrive. J'ai personne d'autre pour le moment, en attente. Ben, on peut peut-être gentiment commencer. Alors, il y a une personne qui a dit qu'elle arrivait en retard, donc elle nous rejoindra. Tu l'as fait rentrer, Laura, tout Oui, à l'heure? pas de souci. Super. Eh ben, bonjour ou rebonjour à tous. Donc, cet après-midi, on est en visio pour 1h30 pour eh bien, un webinaire sur les labels et marques, levier de différenciation. Donc, petite précision avant de commencer, je vous rappelle que ce webinaire est enregistré. Et puis, ben, pour ceux que je n'ai pas vus sur les deux derniers webinaires, une rapide présentation. Donc, je suis Déborah Recher, je travaille pour Logitourisme depuis près maintenant de 3 ans. Et puis, dans le cadre du parcours expérience client pour Moselle Academy, j'anime des webinaires. C'est le troisième. On en a eu un ce matin et un la semaine dernière. Je travaille dans le tourisme depuis plus de 30 ans, où j'ai géré des offices de tourisme, mais aussi des structures touristiques et culturelles type camping ou bien musée de France. Voilà un petit peu en quelques mots. Ce que je vous propose, c'est juste de vous présenter deux petites minutes qui vous êtes et quelle structure vous représentez. Et ça permettra à Laura qui est là de noter les présents. Je vous laisse prendre la parole de façon spontanée. Ça, une personne d'autre vient d'arriver. Alors, Sophie Sasso, je veux bien commencer. Donc, nous, on s'est vu ce matin. Donc, je suis secrétaire de l'association Ferme la Contrée des Minis. C'est une ferme pédagogique qui se situe à côté de Sarrebourg, à Hilbesheim. Rebonjour Sophie. Bonjour à tous, c'est Jasmine Sté de l'Office de tourisme de Sarrebourg-Moselle Sud, donc non loin de la contrée des Minies, hein, donc, comme Sophie Sasso. Je gère tout ce qui est qualité tourisme et label accueil vélo. Ok, très bien. La personne suivante. Je suppose que c'est à moi, Hubert Allez-y, Gredenberger, c'est ça? allez-y. Oui. Voilà, je suis un particulier, j'ai lancé une maison d'hôtes, enfin 4 chambres d'hôtes et j'ouvre à partir de septembre. Voilà, je suis intéressé par votre sujet de labellisation. Ok, super. Merci. Bonjour, bienvenue. Et la dernière personne, Clarisse, je suppose. Alors, je sais pas, peut-être que comme elle est sur iPhone, j'en sais rien. Tu l'as, Laura, sur ta Euh, liste? oui, oui, elle est là, mais Ok, elle ne s'est pas présentée. Je crois qu'elle nous... Non, je sais pas. ok, ok. Très bien, eh bien on va commencer ce petit webinaire. Alors, quelques conseils avant de commencer. Vérifiez bien votre connexion et la charge de votre ordinateur pour ne pas que je vous perde. Branchez votre caméra, c'est quand même plus sympa. Pour les échanges, coupez votre micro, sauf bien sûr si vous voulez intervenir, sachant que je laisserai à la fin de ma présentation un temps d'échange et de questions. Donc, et puis, vous avez aussi la possibilité de déposer des questions sur le chat. Laura ben, se fera votre voix à la fin. Et puis, ben, bien sûr, mon conseil, installez-vous au calme et faites savoir que vous êtes en visio pour ne pas être dérangé. Voilà, je vous souhaite à tous un bon webinaire et on va pouvoir commencer.
Alors, l'objectif de ce webinaire, c'est de comprendre la différence entre un label et une marque pour que vous ayez vos idées claires. C'est d'identifier les bénéfices de ces outils pour vous, pour votre structure. C'est savoir choisir les labels ou les marques par rapport à vos valeurs. Et c'est des illustrations avec des exemples concrets issus du tourisme, de la culture et de la gastronomie. Étant bien entendu que je ne rentrerai pas dans les différents labels en détail, hein, parce que très souvent les cahiers des charges sont très complets et très longs, et que vous avez tous des profils différents et des intérêts différents. Mais en tout cas, j'essaierai d'apporter mon éclairage sur ce sujet-là. Alors, la définition, c'est très important. Un label, c'est tout ce qui est un signe officiel ou privé d'ailleurs, hein, reconnaissant une qualité ou un engagement selon un cahier des charges bien précis. C'est le cas, par exemple, des labels d'hébergement type Gîte de France ou Clé Vacances, qui, en plus du classement officiel en étoiles, ont leurs propres critères et grilles de classement. OK? D'autres exemples un peu plus larges, vous avez par exemple qualité tourisme, alors qui va devenir destination d'excellence, hein, mais qui est encore, ou dont on voit encore les panneaux, ou alors accueil vélo ou tourisme et handicap, qui avec une grille vous permet ou non d'être labellisé. C'est différent d'une marque. La marque, c'est une identité d'une organisation ou c'est un territoire, c'est porteuse de valeurs et d'images. Très souvent, la marque, c'est du marketing. Hein, c'est ce qui permet d'être clairement identifié. Là, je vous fais pas de détails, hein, c'est tout ce que vous pouvez avoir en marques divers et variées de consommation courante, hein. Ça peut être Nike, qui est d'ailleurs une marque très intéressante parce qu'avec une simple virgule, on sait que c'est Nike. Donc c'est comme quoi c'est des marques qui marchent. Puis je pourrais vous citer aussi la même chose sur l'automobile pour sortir un peu du tourisme. Au niveau du tourisme, ben, on a des choses comme Esprit Parc National, Moselle, on reviendra dessus, ou bien Normandie Impressionniste qui a déposé cette marque-là. Les marques, en règle générale, ben, on peut les déposer hein, à l'INPI clairement, pour que, alors on dépose le nom et on peut déposer aussi le visuel pour que, on puisse ben, communiquer pleinement dessus et surtout, plus que tout, il y a un rapport à la concurrence, faire en sorte que votre marque ne soit pas ben, copiée. Ça serait compliqué, voire même les contrefaçons si on va un peu plus loin. Et je vous renvoie aux marques de luxe et de luxe en France. Ça va pour tout le monde? Je Mhm. continue. Alors, pour choisir un label ou une marque, c'est pourquoi faire. Il n'y a aucune obligation, hein, que ce soit l'un pour l'autre, c'est quelque chose qui émane directement de votre volonté et de votre souhait, de vous différencier dans un marché qui est extrêmement concurrentiel. Je vous rappelle quand même que le tourisme en France, c'est excédentaire d'ailleurs dans notre balance commerciale. Accessoirement, c'est extrêmement concurrentiel, que ce soit en termes de prestations comme de destination. Après tout, pourquoi on irait plus dans les Vosges que dans le Jura quand on est breton? Pourquoi, quand nous, on veut aller au bord de la mer, on va plus facilement ou pas en Bretagne qu'en Normandie ou que sur la Côte d'Azur? L'offre est pléthore et nombreuse et je vous dirais que c'est à peu près la même chose au niveau des prestataires. Pourquoi aller plus dans un gîte rural que dans un hôtel ou que sur un Airbnb qui n'est ni plus ni moins qu'un meublé de tourisme. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, pour être visible du public et réellement se différencier et probablement derrière aussi avoir une gage de sérieux et de qualité, eh bien on peut choisir de s'engager dans un label ou alors de créer une marque. Évidemment, dans cette idée-là, il vaut mieux que ce soit un label qui est identifié et porteur par les clients.
Un label n'a de sens qu'à partir du moment où il est connu. Sinon, évidemment, ça ne changera rien à l'histoire si on se met d'un point de vue consommateur. Il faut que derrière le consommateur se dise, eh bien, oui, si je prends cet hébergement-là parce il a cette labellisation-là, ou si je vais sur ce site-là parce qu'il est labellisé, eh bien, il faut que le consommateur ait compris ce qu'il y avait derrière ce label et que ce label ait du sens. Du sens aussi pour bénéficier d'une reconnaissance officielle ou territoriale. Vous le savez peut-être, alors derrière ça, il y a beaucoup de choses, hein. Reconnaissance officielle ou territoriale, ça veut dire que euh, parfois dans certains départements, je reprends l'exemple des hébergements, on va exiger, on va peut-être aider à la création d'hébergements et on va exiger que votre hébergement, pour bénéficier d'une aide, soit affilié à un label. Ça permet de garantir une certaine qualité. Ça, c'est une reconnaissance au niveau des institutionnels. Ensuite, vous pouvez avoir des reconnaissances officielles. Par exemple, quand vous êtes maître restaurateur. D'accord? Là, ça veut dire qu'on va commencer à avoir une certaine reconnaissance de votre savoir-faire. Et puis, d'un point de vue territorial, eh bien, c'est ni plus ni moins que d'avoir une marque qui soit en capacité d'être connue et reconnue, exportable probablement au-delà de ses propres frontières, pour peu que, et ça c'est très important, ce soit une marque qui soit partagée par tous. Dans le principe d'une marque territoriale, c'est évidemment faire une marque avec un logo derrière, c'est très très joli, mais il faut donner de la consistance à tout ça. Il faut que les gens se l'approprient et mieux que tout, en soit prescripteur, ambassadeur et fasse vivre une marque. C'est pareil pour le label. Si l'un ou l'autre ne vivent pas et ne sont pas animés derrière, hein, eh bien, ça n'aura aucun intérêt pour personne. Valoriser les engagements de qualité, de durabilité, d'accueil spécifique. Je prends l'exemple de l'accueil vélo. C'est quand même intéressant de pouvoir se dire qu'à un moment donné, on s'engage vis-à-vis d'une clientèle à offrir des prestations. Et ça, pour le client, c'est d'abord une question de praticité, mais c'est souvent aussi une question de sécurité, parfois même, hein. Je reprends l'exemple des vélos, savoir que son vélo ne va pas dormir dehors et qu'il est sécurisé, c'est hyper important. Aujourd'hui, par exemple, il y a des vélos qui valent le prix d'une voiture, hein. Donc derrière, il peut y avoir tout un tas de choses. On est toujours bien dans la réassurance par rapport aux clients. Et puis, c'est aussi profiter d'un réseau ou d'une promotion et marketing collectif, dans le sens où eh ben, travailler en réseau, c'est quand même beaucoup plus simple que travailler tout seul dans son coin. On va pouvoir profiter d'une dynamique collective, profiter d'une promotion collective et puis parfois même de formation. Si je prends l'exemple de cet après-midi, eh bien, le fait que vous soyez tous là, c'est bien une dynamique collective générée par la Moselle, enfin, par Moselle Attractivité. D'accord? Donc c'est quand même assez intéressant. Donc il faut bien garder en tête que si vous faites le choix d'aller sur un label ou sur une marque, c'est que vous avez l'intention de renforcer la confiance des clientèles, et ça c'est hyper important, et de vous différencier par rapport à la concurrence, tout en ayant un profit derrière. Pour autant, pour autant, il faut faire très très attention à ne pas accumuler les labels parce que c'est pas parce que plus vous en avez que plus vous serez visible. Parfois, ça brouille complètement la lisibilité. On ne sait plus qui vous êtes et ce que vous êtes. De l'importance d'avoir des labels qui soient cohérents avec vos valeurs et votre clientèle cible.
On peut pas, enfin je l'ai dit sur les deux autres webinaires, une communication qui va pour tout le monde à tout va, eh bien finalement vous communiquez dans le vide. Si vous commencez à bien cibler et à vous dire que vos clientèles c'est ceci ou c'est cela et que pour les cibler vous devez faire telle ou telle action, alors vous en aurez un réel bénéfice. C'est très important de comprendre ça. Typiquement, si vous vous dites, eh bien moi, après tout, je veux communiquer sur la clientèle vélo ou par exemple aussi les motards. Hein, et ben, à ce moment-là, il va falloir que vous soyez référencé et que derrière ça, un bouche à oreille va forcément s'installer. Je prends l'exemple aussi des camping-caristes qui sont une clientèle qui marche beaucoup par le bouche à oreille, mais pas que. Vous allez peut-être être référencé, labellisé, et ensuite référencé dans des guides. Et c'est grâce à tout cela, parce que vous aurez réellement ciblé vos clientèles et mis en place un plan d'action, que vous allez pouvoir en avoir les bénéfices. Si vous accumulez trop de labels, ça peut devenir compliqué. Je prends aussi très souvent l'exemple de communes. Vous savez, vous avez les communes avec à l'entrée tout un tas de panneaux que plus personne ne regarde et parfois quand vous en avez une demi-douzaine, en fait, ça vous intéresse plus, vous ne les regardez plus et de toute façon, vous ne savez pas ce qu'est la commune. Derrière, ça veut dire que vous allez avoir la commune qui est ville et village fleuri, qui est village étape, qui est station de ski, qui est etc., etc., ville amie des enfants, ville UNICEF, et j'en passe et des meilleurs. Et puis en fait, à force, tout cela fait que plus personne ne regarde et plus personne ne sait exactement ce qu'il y a derrière. Une labellisation, c'est aussi de l'opportunisme, hein, clairement, hein. Mais derrière, il faut qu'il y ait un engagement sincère, c'est-à-dire que quand vous décidez, et je le prends encore plus quand, alors il n'y a pas d'échelle de valeur, mais qui c'est encore plus marquant si vous êtes sur des écolabels, par exemple. Aujourd'hui, on sait qu'on a des clientèles extrêmement sensibles à tout ce qui est environnement et durabilité. Si derrière vous vous engagez dans ça, mais quand la personne elle arrive, elle ne retrouve pas tout ça, eh bien, elle aura l'impression qu'on l'a grugé, qu'on lui a menti, et finalement, ça sera contre-productif parce que, eh bien, évidemment, elle va manifester son insatisfaction alors de différentes manières, hein. Elle peut vous le dire, vous l'écrire, mais elle peut aussi l'écrire au monde entier via les réseaux sociaux ou directement solliciter l'organisme qui vous a attribué le label. Donc attention, je me répète, votre label doit répondre, enfin, réellement à vos valeurs et à ce que vous voulez que l'on dise de vous finalement. Et quand vous vous engagez dans ça, vous vous engagez à respecter le label. OK pour tout le monde? Alors, comment le Oui. choisir? Ça, c'est toujours la grande question. C'est pas compliqué. Il faut que vous vous posiez des questions. Alors là, je vous en ai mis, c'est le service minimum, j'ose à peine le dire, mais dans les questions à vous poser, c'est quoi l'objectif? Hein, vous recherchez quoi? La qualité, la visibilité, de l'accompagnement aussi parfois. Donc, il faut vous poser la question des objectifs que vous voulez vous fixer. Des valeurs que vous voulez mettre en avant, on en a parlé, ça c'est très important, de la clientèle que vous voulez cibler, et ensuite il faut quand même que vous regardiez derrière si le label ou la marque est reconnu par la clientèle, hein. On n'existe que par le regard du client, donc forcément il va falloir vous poser la question sur la notoriété de la marque ou du label, mais pas que. Parce que parfois, vous avez des marques qui sont, qui ont plusieurs décennies et pour autant dont le dynamisme est relatif. Donc, il va falloir que vous posiez la question des actions menées par les personnes qui portent le label et de ce que cela va pouvoir vous apporter. Et puis, il faut vous poser les questions de l'effort et de l'engagement que ça demande. D'accord?
est-ce que vous êtes prêt à réellement vous engager? Si je reprends les éco-labels, eh ben, à un moment donné, est-ce que vous êtes prêt à tout un tas de choses, hein, peut-être ne pas utiliser certains produits, peut-être à modifier certains équipements. Est-ce que vous êtes prêt à tout ça? Est-ce que vous avez envie de vous engager? Et vous avez vu que dans toutes les questions que j'ai posées, j'ai surtout pas parlé du montant de la cotisation. On est bien d'accord. Qui, pour moi, ne doit pas être un élément de choix. Quand vous faites le choix de vous labelliser, c'est parce que vous avez une stratégie que vous souhaitez mettre en place et qui doit vous apporter quelque chose. Et ensuite, le prix est une notion relative pour peu que derrière, vous ayez le service attendu. Donc, ça ne doit pas être un élément de choix. Par contre, ce qui est très clair, c'est quel effort et quel engagement cela vous demande et est-ce que vous êtes prêt à l'assumer pleinement. OK? Alors, je vais vous parler de quelques exemples inspirants. Donc, je les ai faits de trois manières. J'ai mis des exemples liés au tourisme, au patrimoine et puis à la gastronomie. Donc, pour la partie tourisme, moi, je vous ai mis des labels de qualité et d'accueil. Alors, je vous ai mis le plus connu aujourd'hui, c'est bien sûr Qualité Tourisme. Je vous rappelle que Qualité Tourisme touche bon nombre de professionnels du tourisme, que ce soit des hébergements ou des sites touristiques. Je l'ai quand même mentionné malgré le fait qu'il va être remplacé en 2026. En attendant, il existe toujours. Ensuite, vous avez les deux grands faiseurs, hein, en France que sont Clé Vacances et Gîtes de France. Alors, Gîtes de France existe depuis 1955, donc vous imaginez, ça fait un certain temps qu'ils sont sur le marché. Finalement, ils sont tous les deux concurrents, hein, en termes de labellisation. Là encore, c'est important pour vous de vous demander quelles sont les valeurs qui vous intéressent et ce que peut vous apporter l'un ou l'autre des réseaux. Je dois aussi vous dire que très souvent, les labels, mais c'est comme dans tout dans la vie, c'est aussi une question d'homme. Parfois, sur certains territoires, certains labels fonctionnent plus que dans d'autres. C'est souvent lié au fait, tout simplement, que vous avez derrière un animateur qui porte ce label plus ou moins. Il n'y a pas de jugement de valeur, mais c'est juste une réalité. Il y a Accueil Vir- vélo. il y a Virginie qui vient d'arriver. Ah, super, merci. Bienvenue. Donc, Accueil Vélo, c'est pour les hébergements, loueurs, les réparateurs, les sites qui sont adaptés, ben, vous l'avez compris, hein, à tout ce qui touche le vélo, le cyclotourisme. Le vélo, c'est extrêmement tendance, et pas que depuis la Covid. Vous avez aujourd'hui des gens qui refusent, par exemple, de prendre l'avion et qui font leur voyage exclusivement à pied ou à vélo. Et ça, c'est pas un mythe, hein, rapport à l'impact carbone. C'est vraiment extrêmement tendance, mais je vous le redis, il faut sortir du fait que les vélos, oui, bon, d'accord, c'est un moyen, mais derrière, il n'y a rien d'autre. Non, ça implique toute une logistique. Il faut pouvoir réparer son vélo quand on fait de l'itinérance. Il faut pouvoir s'assurer qu'il soit en sécurité. Donc, c'est le sens de ce label. Tourisme et handicap, très important. Là, on est dans beaucoup plus un label inclusif, donc dans l'idée de pouvoir assurer ben, finalement de rendre accessible son site aux différents handicaps, qu'ils soient moteurs, auditifs, mental ou visuels. Petit aparté, euh, sur le fait d'être handicapé, on peut l'être aussi, je le répète toujours, de façon ponctuelle, parce que vous êtes cassé une jambe et puis que subitement vous allez quand même en vacances et ben, vous cherchez les sites où vous n'avez pas 250 escaliers à monter, où vous avez l'assurance d'avoir de quoi vous reposer, peut-être un ascenseur, etc., etc. Et puis ça peut être aussi des personnes âgées ou des familles avec enfants notamment, je pense aux poussettes.
idem pour la partie visuelle. Donc voilà un peu pour les labels qualité et accueil dans le tourisme. Pour ce qui est dans le tourisme des marques de territoire et de destination, je vous en ai mis quelques-unes très variées. Only Lyon, c'est une marque qui cartonne tellement elle a même fait la une du Times à New York. Donc c'est maintenant une marque qui est reconnue à l'international et c'est souvent celle qui est citée dans les marques de territoire. Je vous ai mis aussi Esprit Parc, géré par les parcs nationaux de France, ou bien Valeur Parc, que vous retrouvez notamment dans les Vosges, par exemple, le parc naturel des Ballons des Vosges. Et à proximité aussi, ben, l'Alsace, avec sa marque de territoire, une forte identité, et puis, vous savez, aussi son logo en forme de bretzel que l'on retrouve partout. Donc, là aussi repose sur une identité euh, forte et identifiable. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces deux premiers slides d'exemple? Non? Non. Ben, je continue alors. Euh, Vous avez aussi dans le tourisme des choses plus spécifiques ou plus thématiques, par exemple Famille Plus. Donc, qui salue les destinations touristiques adaptées aux familles. Vous le retrouvez beaucoup sur les stations ou les villes thermales, par exemple. Donc, ça veut dire que c'est toute une offre, bien sûr, destinée aux familles, et ça va de l'animation aux équipements. Et y compris les prestataires qui proposent alors un accueil spécifique aux enfants. Pavillon bleu, vous en avez probablement entendu parler. Pavillon bleu, c'est pour les plages et les ports propres et sécurisés. On en entend de plus en plus parler. Et d'ailleurs, si vous êtes un peu attentif, vous verrez cet été sur la météo. Ben maintenant, on ne se contente plus de vous donner que la météo. On vous indique aussi la qualité des eaux. Ça rentre complètement dans une démarche où le client aujourd'hui fait attention à peu près à tout, à l'endroit où il va, à la manière dont il va se déplacer pour y aller, ce qu'il va y manger, la qualité de ce qu'il va y manger, les objets qu'il va acheter, leur provenance. Donc tout ça rentre complètement dans une nouvelle approche, j'ose à peine le dire, de consommation et une des modes de vie quand même beaucoup plus interconnectés. Jardin remarquable, je vous l'ai mis, c'est aussi des choses toujours du même acabit qui plaisent beaucoup, c'est tous les jardins d'exception. Donc qui sont recensés. Il y a des gens aussi qui voyagent que pour ça, hein, qui sont en quête de sites eh bien, remarquables et les jardins en font partie. Et puis, je vous ai mis entreprise du patrimoine vivant. Ça, c'est tout ce qui valorise les savoir-faire artisanaux et industriels d'excellence. Alors, c'est souvent lié, donc tout le monde ne peut pas l'être. C'est un label qui a le vent en poupe et qui marche très bien parce qu'il fait aussi référence un peu au tourisme industriel. Donc, dedans, vous avez les entreprises qui ont une histoire et un savoir-faire que l'on ne retrouvera nulle part ailleurs. C'est par exemple les savons Marius Fabre le savon de Marseille, hein, avec les techniques d'origine, mais c'est aussi, vous avez dedans, par exemple, les casseroles de Buyer que vous retrouvez dans les Vosges. Typiquement, c'est des choses qui valorisent réellement les savoir-faire artisanaux ne peuvent pas être dedans, pour ceux qui se posent la question, un artisan type potier, généralement, vous ne pouvez pas être dans cette labellisation-là, hein. Ce sont vraiment les entreprises qui sont encore en fonction et qui ont une histoire forte et un savoir-faire que l'on retrouve nulle part ailleurs. Ça m'amène directement à tout ce qui est culture et patrimoine. Alors, le fameux label Ville d'art et d'histoire, Ville et pays d'art et d'histoire,
que vous retrouvez alors peut-être sur vos territoires, qui valorise la politique culturelle alors ambitieuse, j'ai mis, parce que c'est pas le tout. En fait, dans ce label-là, l'idée, c'est pas de dire on a les plus beaux monuments et donc on mérite ce label-là. Non, il s'agit d'avoir une réelle politique derrière de valorisation et de conservation. Je vous ai mis à proximité les exemples de Metz ou de Nancy. Mm. Mais ça peut aussi concerner des territoires beaucoup plus ruraux, euh, et c'est pour ça que c'est aussi des pays qui peuvent bénéficier de ce label-là. Le label, ben oui, le plus connu pour le patrimoine, l'UNESCO. Hein. Donc, qui est le classement de sites culturels ou naturels d'exception. Je vous ai Ouais. mis les fortifications Vauban, parce que ça peut être un site, mais ça peut être un ensemble aussi. Hein. Et puis le Mont-Saint-Michel. Donc là, très clairement, il y a des gens qui font des détours, l'UNESCO, enfin, c'est bien au-delà de nos propres frontières. C'est le label culture et patrimoine par excellence. Des choses peut-être un peu moins connues, les labels patrimoine du XXe siècle. Donc, c'est l'exemple des architectures modernes post-industrielles. Donc, euh, c'est aussi souvent alors de l'architecture hein, qui tout y passe, hein, que ce soit des églises jusqu'à aux habitations ou bien à des sites industriels. Et puis enfin, la Maison des Illustres. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un label qui valorise les lieux où des personnages célèbres et historiques ben, ont écrit, étudié, produit. Donc c'est lié forcément à un personnage. Donc c'est assez intéressant quand ce personnage a façonné aussi la réputation du territoire sur lequel on est. Alors, dans la continuité, est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? On en reparlera sinon tout à l'heure. Non, ça va, ça va. OK. Donc, toujours dans les exemples inspirants en culture et patrimoine, ben, vous avez tout ce qui est scène nationale hein, pour les équipements culturels. Pareil, c'est des labels. Les musées de France, qui garantit la conservation, la valorisation et l'expertise scientifique. Donc, quand votre musée, alors vous pouvez avoir un musée local, mais ce musée, très bien, il n'est pas, ça ne veut pas dire qu'il est moins bien qu'un musée de France, mais un musée de France reconnaît réellement les actions que l'on fait avec ce musée et au-delà de ça, les collections qui y sont. Et puis, France Muséum, c'est l'exportation d'un savoir-faire muséal français à l'international. D'accord? C'est quand vous avez un musée qui ouvre entre guillemets une annexe à l'étranger. Donc là aussi, c'est une labellisation avec des contraintes. Mais je vous ai aussi mis des choses comme les festivals de musique labellisés, comme les événements éco-engagés. Donc ça veut dire que par exemple sur certains événements, eh ben, on s'engage à ne plus utiliser de gobelets plastiques, mais ce sera des éco-cups. On va s'engager à trier les déchets. On va s'engager à remettre en état les sites, etc., etc. Et je vous ai mis aussi les itinéraires culturels européens, type la route des abbayes cisterciennes, par exemple, qui aujourd'hui permet à différents sites de pouvoir exister et favorise derrière aussi l'itinérance. Donc voilà un petit peu. Alors je rajouterai, je ne l'ai pas mis là, mais pour tout ce qui est artisanat, qui rentrerait aussi dans cette rubrique-là, il existe peu de labels valorisant ces savoir-faire-là. Cependant, vous avez les qualités artisans métiers d'art. Hein. C'est un peu comme aussi les MOF, par exemple, dans la cuisine, où là, on est évidemment sur la reconnaissance de savoir-faire. On dépasse le principe de label. Vous avez cependant, je vous donne un exemple, dans les Vosges, par exemple, le label France Terre Textile, qui valorise les entreprises qui fabriquent encore alors là, en l'occurrence, le textile dans les Vosges, c'est assez important, hein. C'est le jacquard français, enfin, donc c'est tout un tas de savoir-faire, donc ça valorise tout ce savoir-faire-là.
Donc, compléter aussi sur l'artisanat, vous avez aussi tout ce qui est maître artisan, hein. Mais là encore, on est au-delà d'un label, on est vraiment sur la reconnaissance d'un vrai savoir-faire. Voilà un petit peu pour les exemples inspirants qui sont liés à la culture et au patrimoine. Et puis je continue, ben, la gastronomie et le terroir. On ne fait pas de tourisme sans gastronomie et terroir, hein. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. Alors évidemment, vous avez tout ce qui est AOP, AOC, IGP. Donc chez nous, ça donne la Mirabelle de Lorraine, le vin de Moselle, la quiche Lorraine aussi, par exemple. Ça, c'est assez important parce que c'est des labels qui sont clairement identifiés par le consommateur et qui reconnaissent derrière ces labels-là la qualité et le Made in France, hein. Il y a la double notion, hein. Donc, c'est très important. Idem, label rouge, donc c'est les produits de qualité supérieure, typiquement la volaille de Bresse, par exemple, ou les charcuteries artisanales. L'agriculture biologique. Là, c'est évidemment un repère pour les clientèles engagées. Alors, même si on dit que depuis quelques temps, l'agriculture biologique, ben, parce que ça a un certain coût, attire beaucoup moins de consommateurs, il n'empêche que c'est quand même très important et que derrière ça, vous avez des gens qui sont très regardants. Il y a tout ce qui est lié au tourisme œnologique et au circuit gourmand. Ça marche très fort. Donc, c'est vignobles et découvertes. C'est pour toutes les destinations labellisées avec évidemment des vignobles. La route des vins de Moselle, je vous ai mis pour vous, mais vous avez évidemment tout en France, tous les grands vignobles qui ont souvent ce label-là. Alors, ça touche les hébergeurs, mais ça touche aussi les viticulteurs avec un engagement derrière d'accueil des publics touristiques. La vallée de la gastronomie, c'est une marque de destination qui valorise l'excellence culinaire et les savoir-faire français. Donc là, dans la continuité, je vous ai aussi mis Bienvenue à la ferme, qui évidemment favorise la vente directe et l'accueil touristique dans les exploitations agricoles. C'est, c'est, euh, c'est des labels, ben, je pense notamment Bienvenue à la ferme. Alors ça, c'est un label qui revient en force, qui était un peu vieillissant et puis qui aujourd'hui intéresse évidemment beaucoup les clientèles touristiques qui sont fans de circuits courts. Aujourd'hui, on veut mieux manger, bien manger de préférence, et quand on va en vacances, on veut manger local et on veut consommer local. Donc c'est quelque chose qui rentre complètement dans ce que les clients veulent aujourd'hui. Je vous ai mis aussi les labels pour les restaurants et les producteurs, type Collège culinaire de France, les tables distinguées, c'est la marque des Logis de France, les bistrots de pays, rebelote, qui fonctionnent plutôt bien, les écotables, qui est un label de restauration durable et responsable. Donc ça, c'est des exemples. Évidemment, vous en avez des dizaines d'autres, et c'est pour cela que, comme je vous l'ai dit en commençant mon propos sur cette thématique-là, il est extrêmement important que vous vous posiez la question des valeurs que vous souhaitez partager et véhiculer et transmettre à vos clientèles pour que vous soyez le plus lisible possible et ensuite de vous poser la question de qu'est-ce que va vous apporter ce label-là et la manière dont le label est promu et animé. Un petit zoom sur le cas de la Moselle. Évidemment, ça vous concerne directement. Alors la Moselle a la particularité d'être à la fois une marque et d'être à la fois un label. Je m'explique. Vous avez la marque Moselle, alors que vous connaissez tous, hein, qui est l'acronyme de Moselle sans limite. C'est bien une marque territoriale qui a été lancée par le département en 2017 et qui vise à valoriser l'attractivité globale du territoire, avec la particularité de ne pas être que touristique au sens stricto sensu,
économique, gastronomique, artisanale et culturelle. Tout y passe. C'est vraiment une bannière dans laquelle tout le monde doit se reconnaître. Et puis vous avez le label Qualité Moselle qui est attribué aux produits, au savoir-faire, aux hébergements, aux artisans et aux restaurateurs qui respectent un cahier des charges de qualité et qui ont un ancrage local fort. Vous voyez les deux niveaux? Un est vraiment lié à la destination et au fait de communiquer ensemble de manière globale sur une identité. Qualité Moselle, c'est un label avec des critères qui vous permettent derrière de vous positionner par rapport à votre activité. Là où c'est intéressant, c'est que, eh bien, on le voit, hein, l'un va avec l'autre, c'est très imbriqué. Simplement, on peut décider de se mettre sous la bannière de la marque en ayant sur son site internet, par exemple, eh ben, le logo Moselle. Sans limite. Et puis derrière, on va peut-être envoyer sur le site internet de présentation de la destination Moselle et ça va s'arrêter là. Mais on peut aller un cran plus loin. On peut décider de valoriser son savoir-faire ou son travail artisanal et dans ce cas-là, rentrer dans un cahier des charges bien précis qui nous permettra d'avoir un peu plus de visibilité en termes de commercialisation de nos produits. OK pour tout le monde? Mhm. Toujours sur le cas Moselle, en fait, et alors j'ai mis la Moselle, mais ça pourrait être valable pour beaucoup d'autres destinations qui ont finalement eu la même réflexion, hein. C'est une marque qui doit être partagée et un label qui doit être identitaire. Derrière ça, c'est le gage de qualité et d'identité locale. On rassure le client que tout ce qu'il aura est lié à de l'authenticité. On est vraiment sur du Made in Moselle. C'est du local. Ça a été fait sur le territoire et c'est consommé sur le territoire. Donc c'est vraiment un gage de qualité pour le touriste. Ils sont assez fans, les touristes, de ça, hein. Je vous le redis, hein, quand quelqu'un part en séjour, ce qui l'intéresse, c'est aussi de consommer local. Et derrière, ben, tout y passe. Par exemple, la confiture le matin au petit déjeuner dans la chambre d'hôte, on est bien d'accord que c'est quand même plus sympa quand c'est la confiture faite par le propriétaire, ou en tout cas, si c'est pas fait par lui, ça a été fait par un producteur du coin. Idem pour le miel, idem pour le fromage et j'en passe et des meilleurs. La partie gastronomie fait partie intégrante du séjour. Il ne faut pas le déconnecter et on va s'assurer de savoir d'où viennent les produits. Idem, si on commence à avoir une boutique, la boutique, c'est quand même beaucoup plus sympa de se dire que ce que l'on va avoir dans la boutique a été fabriqué par un artisan du coin, un tourneur de bois, un potier ou que sais-je. Et ça n'est absolument pas une question de prix. Très souvent, j'anime aussi un atelier et des formations sur la boutique. Très souvent, les gens pensent que ben, finalement, les gens n'ont plus d'argent et puis finalement, il vaut mieux qu'on ait dans la boutique des objets pas trop chers, etc., etc. Sauf que ce qu'on oublie de dire, ça c'est tout à fait valable quand on est dans le quotidien. Mais quand on parle de touristes qui sont en vacances, on va être beaucoup plus sur des achats compulsifs et on veut que ce qu'on achète ait du sens. On veut ramener des choses qui soient faites dans l'endroit où on est allé. On veut que ça nous rappelle quelque chose. On achète des souvenirs. Donc ça n'a rien à voir. Et je renvoie sur cette notion de compulsif, hein. Et on est moins regardant, on est beaucoup moins regardant aux dépenses quand on est aux vacances que quand on est dans son quotidien. Ben, la visibilité accrue, je vous en ai parlé dans le cas de la Moselle, évidemment, c'est du coup eh bien, un site officiel, c'est aussi des réseaux sociaux, c'est des campagnes de promotion, et j'ose à peine le dire, et je reviens sur la tête de gondole, c'est une marque partagée, ça veut dire que plus
plus elle est partagée par tous, c'est-à-dire les prestataires, les professionnels, plus elle va être visible. La visibilité d'une marque, elle n'est pas que par la personne qui détient la marque, elle est aussi par tous ceux qui vont travailler la marque. Si je vous reprends un exemple qui n'a rien à voir sur l'automobile, eh ben, par exemple, Peugeot qui fabrique des voitures, c'est pas que la fabrication des voitures et puis l'emblème que l'on met sur la voiture qui va faire que la marque elle est connue. C'est aussi tous ces garagistes et revendeurs qui vont accessoirement avoir la façade dans les couleurs de la marque, qui vont avoir un affichage de la marque et ce partout, partout dans le monde. Donc, c'est vraiment le fait de partager cette marque. Et puis, dans la continuité, eh bien, on arrive tout naturellement à la synergie locale. Donc, c'est le fait de travailler ensemble. Dans le tourisme, on ne peut pas faire tout seul. Ça n'existe pas. Moi, il n'existe pas. Pour tout un tas de raisons. Déjà parce que vous pouvez, il va falloir que vous renseigniez vos touristes, c'est tout bête. Quelqu'un vient chez vous, vous êtes un hébergeur, il va peut-être vous demander où aller manger dans un super resto, où aller visiter telle ou telle chose. Donc forcément, il va falloir que vous l'aidiez et que vous le conseilliez sur les endroits à visiter. Et puis derrière ça, peut-être que vous allez vouloir, vous êtes sur un site touristique, ouvrir une boutique pour, euh, pour votre site. Eh ben derrière, il va falloir que vous tissiez des partenariats parce qu'il va falloir que vous ayez des produits, si possible locaux, parce que de toute façon, ça ne marchera pas de mettre dans votre boutique du Made in China. Très clairement, les gens n'en veulent plus. Donc il va falloir que vous tissiez tout un tas de liens. Et peut-être même que vous alliez vouloir animer votre site. Vous êtes peut-être un camping, vous allez décider de faire tous les mardis soirs un petit marché de producteurs. Et puis, évidemment, il va falloir à ce moment-là que vous invitiez ben, vos voisins ou voire même plus loin. Se pose alors la question sur quelle base et comment identifier le vrai bon partenaire. Et là, on revient sur cette notion de marque et de label. C'est quand même plus simple d'avoir derrière quelqu'un qui est labellisé, de se dire, OK, ça veut dire qu'il y a un suivi qualité. Et mon critère à moi, c'est de dire qu'après tout, si je fais un marché des producteurs, je prends des producteurs qui sont labellisés Moselle, qui ont un AOC ou un AOP ou un IGP, etc., etc. C'est aussi, même pour vous, un moyen de tisser une synergie locale et d'avoir la garantie des prestations que vous proposez. Et que vous, quelque part, quand vous vous engagez à parler de quelqu'un ou de quelque chose, vous aussi, il faut que vous ayez des garanties, puisque derrière, c'est ce que vous allez dire et proposer à vos clientèles. Et là encore, il faut être dans la réassurance. Et puis, la valorisation des engagements responsables. Ben ça, c'est clair, hein. C'est hyper important, hein. Circuit court, durabilité, savoir-faire, c'est les mots-clés de aujourd'hui ce que veulent ben, les touristes vacanciers qui viennent chez vous. Ils ont envie que ce soit tout cela, alors n'hésitez pas à le valoriser. Il faut aussi que vous, dans votre tête, vous ayez toujours en fond, le fait de dire, ben moi, avec mon équipement touristique, eh bien, je veux absolument faire savoir que je suis engagé de telle ou telle manière. On revient sur la notion de valeur. Quelles sont les valeurs que vous souhaitez partager et que vous souhaitez que le client comprenne, entende et s'il vient chez vous, il vient pour ces valeurs-là. OK pour tout le monde? Alors, je continue. Alors, que vous dire? En bilan et en recommandation, je vous dirais de faire bien attention à choisir un à trois labels ou marques maximum. Maximum. Il faut que votre stratégie reste lisible. Il faut que ce soit intégré avec enfin, la logique dans votre offre, votre com, votre équipe.
Si vous travaillez donc avec bien sûr des collaborateurs, il faut que tout le monde partage là encore les valeurs que vous souhaitez diffuser. Donc c'est hyper important de travailler votre label et votre marque. Donc sinon ça sert à rien. Enfin je vous l'ai dit en début d'introduction, sincèrement, si c'est pour faire une enfilade de panneaux et que la moitié de ces panneaux finalement bah, vous ne savez même plus ce que ça veut dire derrière et ce en quoi ça vous a engagé ou pas, alors ne commencez même pas. Travaillez votre marque et travaillez votre label pour en tirer le meilleur profit. Faites en sorte que ça soit aussi utilisé dans vos supports de com, dans votre stratégie marketing et que votre choix de labellisation et d'usage de la marque soit partagé par vos équipes si vous en avez. Et puis, ce que souvent vous oubliez aussi de faire, c'est de suivre les résultats. Parce qu'une fois que vous êtes labellisé, eh ben encore faut-il que derrière, ben vous ayez un retour, entre guillemets, alors pas nécessairement sur investissement, hein, je vous le redis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'en suis pas du tout à dire il faut prendre tel ou tel parce qu'il coûte moins cher ou tel parce que finalement vous aurez un meilleur retour sur investissement. Il y a des choses qui ne sont pas calculables immédiatement. Le fait de par exemple, d'avoir dans les résultats une image améliorée, une notoriété beaucoup plus enfin accrue, beaucoup plus de visibilité aussi sur les différents supports de communication et de commercialisation, une clientèle que vous n'aviez pas avant et que cette fois-ci vous avez récupérée, et une satisfaction client beaucoup plus importante. Donc, parce que vous avez travaillé la qualité. Donc, il y a dans les résultats ne sont pas que sonnants et trébuchants, ils sont aussi dans tout ça parce que derrière, évidemment, vous l'aurez compris, ça a tout de même quand même un impact économique. Je vous rappelle et vous renvoie à quelques chiffres. Je le disais ce matin, mais c'est important que vous l'ayez en tête. 80% des touristes préparent leur séjour sur Internet, environ la moitié réserve directement via une plateforme. Et derrière ça, avant de faire la réservation, dans la partie 80% préparent leur séjour, tous regardent quasi les avis clients. Alors, ils vont aller sur Booking, sur TripAdvisor, sur ce que vous voulez pour aller voir un peu les avis. Donc, évidemment que ça, c'est des indicateurs qui sont très forts, hein. Et que quand derrière vous choisissez de prendre un label qui est connu et reconnu par les clients et que cela ben, du coup impacte directement l'image de votre établissement d'un point de vue positif, vous pouvez être sûr qu'indirectement les résultats seront au rendez-vous. Donc pensez bien à suivre tout ça, ne laissez pas filer. Alors on est tous pareils, hein. C'est pas pendant la saison que vous allez suivre les résultats et les indicateurs. Mais c'est important qu'en fin de saison, sur la période creuse, vous vous posiez et vous réfléchissiez aux résultats attendus. Et puis, n'oubliez pas qu'un label, c'est un outil. C'est pas une fin en soi, hein. Vous n'êtes pas en train d'aller chercher une médaille. La médaille du mérite, ou je ne sais quoi, la médaille du tourisme, on n'est pas du tout dans ça. Le label doit servir votre stratégie, hein, votre stratégie marketing, votre stratégie de communication. Donc, c'est absolument pas une fin en soi. Donc, ne soyez pas non plus déçus, par exemple, si vous vous dites, oh ben, je visais ce label-là, puis en fin de compte, ben, je remplis pas tous les critères. Ben, c'est pas grave, hein, vous serez pas labellisé, mais il y a peut-être autre chose qui vous conviendra très bien et ça n'est pas pour autant que votre hébergement, votre site est moins bien. C'est réellement et c'est un outil que vous pouvez à convenance utiliser. OK?
Alors maintenant, on va avoir ce temps d'échange. Alors bien sûr, vous pouvez me poser vos questions. Partagez votre expérience aussi, hein, si vous êtes labellisé ou pas, si vous vous posez des questions ou pas, et quelles sont les questions que vous vous posez si tant est qu'il y a des freins. La parole est à vous. Moi, j'ai une petite question. Oui, Je suis labellisée Moselle, donc je suis céramiste. d'accord. Et alors, j'avais suivi un webinaire il y a quelques temps et on m'avait parlé, j'ai peut-être loupé le début parce que comme je suis arrivée en retard, on m'avait parlé d'un label éco-défi. Je Oui. voulais... Ouais, Ouais, alors bon, je peux pas rentrer dans le label, mais là encore, parce que c'est ce que je disais en introduction, l'objectif de ce webinaire, c'est pas de détailler bien sûr les grilles de classement des différents labels. L'idée est plutôt de vous poser la question de euh, quelles sont les valeurs que vous souhaitez partager avec votre clientèle, quelle est l'image que vous souhaitez véhiculer et est-ce que derrière, vous êtes en capacité ou non de porter ce label et de le faire vivre du coup de respecter les engagements liés au label. Donc il faut impérativement répondre d'abord à toutes ces questions pour ensuite se positionner. Et si vous faites le choix, c'est derrière de vous dire, déjà vous pouvez vous faire accompagner, hein, c'est intéressant d'aller plus loin, et puis derrière de l'utiliser et de communiquer réellement, notamment sur tout ce qui est écolabel. Ça n'a du sens qu'à partir du moment où derrière vous expliquez à vos clientèles en quoi vous êtes éco-responsable et j'en passe et les meilleurs, quels sont les engagements, qu'est-ce que vous faites dans le quotidien et j'en passe et les meilleurs. d'accord, Je vais vous merci. donner un exemple. Euh, J'avais un brasseur de bière. Vous savez, la bière, on le sait peut-être pas, mais la bière enfin, pour faire de la bière, il faut utiliser beaucoup d'eau. Hein. Et derrière, qu'est-ce qui se passe aussi des déchets. Et en fait, ce brasseur-là s'était complètement engagé dans une démarche finalement d'utilisation de l'eau et de réemploi. Les déchets, il en faisait quelque chose, il en faisait des petits gâteaux secs apéro, enfin bref, avec un peu de comté dessus. Et derrière, il a utilisé tout ça pour communiquer et expliquer. Et quand on visitait sa brasserie, toute une partie de la visite était totalement dédiée à ça. Donc, il est vraiment important que si vous faites le choix d'un label, vous respectiez les engagements, ça c'est le service minimum, mais au-delà de ça, que vous l'utilisiez, quoi, pour valoriser ce que vous faites. D'accord, OK? merci. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais vous voyez un peu l'idée? Oui, bah oui, parce qu'en fait, enfin, moi, au niveau de la poterie, j'ai énormément, enfin, j'ai quand même pas mal de pertes, mais j'ai quelques idées pour pouvoir faire du recyclage, donc recyclage de terre et d'émaux principalement. Et donc, du coup, je voulais valoriser ça. Donc, il faut que je me rapproche de la Chambre des métiers pour voir comment Tout à faire fait. pour me Tout faire à fait. accompagner, en fait. D'autant que, oui, tout à fait, d'autant que sur l'artisanat, il y a peu de labels qui existent, hein, mais Mm. il y en a quand même quelques-uns, je citais notamment, mais parfois même qui sont même liés à la pratique et qui valorisent, hein, comme les maîtres artisans, les qualités artisans ou des choses comme ça. Mais faut vous rapprocher et si toutefois en l'occurrence, vous trouvez comment utiliser vos pertes, vos déchets ou je ne sais quoi, comment les valoriser. Ça, Mm. il faudra vraiment communiquer dessus. Hein. Ouais, 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 C'est c'est ce que je important. pensais. Hein. Ouais, Ouais, c'est ouais, ouais. important. Mm. Vraiment, enfin, je le redis et c'est ce que je vous ai dit enfin, à tous tout au long enfin, de mon intervention. Il faut à tout prix que ça corresponde aux valeurs, bien sûr, de votre établissement et au-delà de ça, il faut le faire vivre. Hein. Un label, ça n'a pas de sens si vous ne le faites pas vivre et si D'accord. vous n'en faites pas la promotion. Ouais. Ok. Hein. OK? Bon, bah, je vais voir ça. Merci en tout Ok. cas. Et puis faites bien attention, je le redis pour vous, mais pour les autres aussi, inutile, je me répète, n'ayez pas 36 000 labels. Hein. Choisissez, Oui, oui. Ouais. prenez-en un qui soit deux, qui soit vraiment identitaire et travaillez ces labels-là. Mm. Merci. Je vous en prie. Une autre question?
Voilà, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah voilà, très bien. Écoutez, j'ai suivi avec grande attention votre séminaire et je me demande, alors en fait, je suis quelqu'un de, ça doit être assez usuel, hein, j'ai une maison d'hôte et je me demande quel label choisir et en fait, je me demande si je dois choisir un label. Euh, c'est quelque chose de, c'est une ancienne demeure Mhm. euh, que j'ai retapé. Donc, c'est une ancienne demeure de directeur d'une usine de verre. Donc, il y a pas mal d'histoires. Donc, il y a 3 maisons. J'ai retapé ça pendant des années. Et notamment, j'ai transformé une des maisons de 1824 en maison d'hôte. Elle va être disponible au mois de septembre, je pense. Et je, c'est- je m'adresse à une clientèle je sais pas, hein, c'est quelque chose de très confortable, c'est très Mhm. calme. Et évidemment, il y a l'histoire de la verrerie, hein, de l'ancienne usine qui émane un petit peu de partout, puisque ces directeurs ont vécu ici, les enfants, les petits-enfants, etc. Alors, je vois Moselle. Moi, je pense que j'y suis, comme je suis en Moselle, je suis naturellement adhérent, et je partage tout ça, ce que vous avez dit, hein, les produits locaux, on va faire ça, hein, évidemment. On va prendre du fruit de chez nous et des machins, et puis du miel de chez nous. C'est ça, je le sens bien. Donc, il y a Moselle. Ensuite, je vois pas, peut-être il y a les valeurs du parc naturel régional. Je ne sais pas si ça apporte quelque chose, parce que c'est comme on est dans les Vosges du Nord. Et puis j'ai repéré un label qui s'appelle Hôte et Demeure. Je ne sais pas si vous connaissez. Est-ce que Oui, je ça a un connais. intérêt? Voilà, vous avez compris un peu ma question? J'ai Je suis compris très votre question. intéressé, mais je ne vois pas ce Mais que je oui, fais. j'ai compris. Oui, Euh, merci. Moi, j'ai bien compris. Alors, je à peine vous dire, Moselle, vous l'avez compris, c'est la marque. Bien sûr, vous allez l'utiliser parce que vous allez être malin, vous êtes en Moselle, donc vous allez l'utiliser. Et puis derrière, il y a qualité Moselle. Évidemment, vous pouvez tout à fait vous positionner sur ça. Ça, c'est un peu ce que j'allais dire, le service minimum, parce qu'en plus, vous racontez une histoire. Hein, votre hébergement raconte une histoire qui est liée au Oui, territoire. oui, Donc c'est oui. intéressant. Ensuite, derrière, on revient sur les valeurs que vous souhaitez véhiculer. Moi, j'ai envie de vous dire, il n'est pas du tout interdit que vous demandiez des cahiers des charges, des labels qui vous semblent pertinents. D'accord? Je vous donne un autre exemple. Vous pourriez tout à fait dire, moi, je me suis posé la question d'être Gîte de France ou, comme vous l'avez dit, Hôte et Demeure. Très bien. Demandez ce qu'il y a derrière et finalement ce que va vous apporter, ce qu'ils vont vous apporter. D'accord? Mhm. Après, Ok, moi, je oui. trouve quand même intéressant, notamment pour les hébergeurs, de s'affilier à un label parce que, bien sûr, vous allez me dire, il y a Airbnb. Hein, vous allez me dire, tout le monde va sur Airbnb et réserve. Sauf que maintenant, on sait aussi, les consommateurs sont très regardants. Ils savent qu'il y a des gens qui fraudent, que parfois il y a des hébergements qui n'existent pas et ils se retrouvent en vacances et voilà. On n'est pas sûr que les photos soient les bonnes Ah ouais. photos et j'en passe et des meilleures. Et très souvent, ben, le consommateur, quand il commence à préparer son séjour, il va sur tout un tas de sites pour vérifier que ce qui est dit est vrai. Hein, il n'est pas bête le Mhm. consommateur, hein. On est tous pareils. Donc quelque part, c'est ce que je vous disais tout au début, c'est très rassurant quand vous avez un hébergement qui est labellisé parce que vous vous dites que derrière il est contrôlé, que ce qui est annoncé va être vrai. D'accord? Donc, Mhm. mais Mhm. après, Oui. je me répète, ça doit répondre à vos valeurs. D'accord? Vous pourriez, et puis rien n'est figé. Vous commencez votre activité. Aujourd'hui, vous pouvez peut-être faire 100 en vous disant qu'après tout, vous prenez le label Moselle, vous commencez comme ça, et puis peut-être que demain, parce que vous voudrez plus de visibilité, vous allez vous dire, ben, attends, je vais peut-être faire autrement. D'autant que dans votre cas, vous racontez toute une histoire. Moi, j'ai envie de vous dire aussi derrière, donc c'est bien une stratégie marketing. La question est plutôt comment vous allez travailler votre site internet
Comment vous allez valoriser en termes Mhm. d'image et de storytelling votre équipement? C'est-à-dire comment vous allez raconter toute cette histoire. Moi, je vous préconise en plus, si vous ouvrez, faites appel à un photographe parce que je vous renvoie Mhm. Instagram, je le disais ce matin, Instagram, 40% des gens qui ont choisi une destination l'ont fait par rapport à Instagram. C'est énorme. C'est-à-dire, ils voient une photo, ils partent en vacances. Et 32% ont déclenché l'acte d'achat par rapport à une photographie. Quand même énorme par rapport Ah à une oui, oui, image. oui, Donc oui. moi, j'ai presque envie de dire, Mhm. vous pouvez aller en deux temps. Il y a pas d'urgence. Vous pouvez réfléchir à la stratégie que vous voulez mettre en place. Commencez déjà Mhm. poser vos supports de communication. Peut-être fonctionner avec un label et demain, vous en fonctionnerez peut-être avec un deuxième parce que vous aurez compris que ben, les valeurs du réseau sont intéressantes parce que peut-être qu'il y aura une plateforme de réservation et que ça vous permettra d'être outillé, ça aussi, hein. Oui. Parce que Mhm. Mhm. peut-être qu'il y aura des Mhm. rencontres et des formations. Enfin, il faut penser que derrière Mhm. un label, vous avez aussi tout un tas de services qui peuvent être assez intéressants. Mhm. Donc, vous précipitez pas, vous pouvez Mhm. demander les cahiers des charges de tous, vous pouvez demander aussi ce qu'ils peuvent faire pour vous, entre guillemets, et voir les réponses. Et de toute façon, je vous l'ai dit aussi, pour beaucoup de labels, c'est déjà une question d'animateur, hein. Sur certains territoires, le label, C'est-à-dire? eh ben, c'est-à-dire que sur certains territoires, le label fonctionne plus ou moins bien parce que la personne qui est derrière, Ah oui. elle est présente et Ah oui. Mhm. elle anime et elle fait le travail, Mhm. entre guillemets, hein, avec plus ou moins Mhm. d'efficacité. OK? Ok, merci. Je vous en prie. Merci. D'autres questions? Est-ce que vous avez besoin d'approfondir? Ouais, c'est bon pour tout le monde? Alors, pour aller un peu plus loin, moi, je vous Bah, invite écoutez, s'il y a personne, évidemment. ouais, Pardon? je vais. Allez-y. Ouais, ouais. Je sais pas si je suis encore. Oui. Oui, oui, vous êtes Euh, encore. oui, oui. Dans la continuité de ce que vous dites, vous pensez, enfin c'est peut-être un peu hors sujet mon histoire, un site est rigoureusement nécessaire pour démarrer? Pas le choix. Impossible de faire sans. Pas le, ch- Pas le choix, pas le choix. Pas le Et choix. si je passe, Je vous le dis, bon, je, je pas le vous le choix. dis Ouais, tout ok. net, il y a pas le choix. C'est impossible de faire sans. Je vous renvoie à ce que je vous ai dit en amont. 80% des gens préparent leur séjour sur Internet. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'ils vous retrouvent quelque part sur Internet. Et le e-commerce, l'ai dit ce matin, c'est une progression de 15% par an encore aujourd'hui. C'est 60 milliards de transactions. C'est une personne sur deux qui réserve son hébergement sur Internet. Vous voyez les chiffres? Alors, je Oui, peux mais vous si en donner. je démarre, oui, Ouais, je peux vous en donner comme ça tout un oui. tas. Non, il n'y a aucune alternative possible. Il vous faut un site. Ça, Si je démarre, ouais, ce qui pardon. serait Si peut-être je intéressant. démarre par Airbnb, il faut un site? La première année, par exemple, parce qu'il y a beaucoup à faire. Donc, faire un site, ça demande du temps, etc. Si je démarre par Airbnb et puis le bouche à oreille tranquillement, est-ce qu'il me faut Euh, un site pour ça? Malgré tout, vous avez des gens, ils croisent les données. D'accord? C'est-à-dire qu'ils vont aller sur Airbnb et puis ensuite ils voudront voir si Ah vous ouais. existez Mhm. vraiment. OK? Comment on sait que vous existez vraiment? Mhm. Après tout, vous pourriez être virtuel, hein. Mhm. On est toujours dans la problématique Oui. Mhm. de rassurer. Vous voyez? Mhm. Ça serait intéressant Mhm. comme vous démarrez. Là, vous avez tout un cycle de formation dans le parcours client. Ça serait pas mal que vous profitiez des formations de Moselle, enfin de la Moselle, hein, dans le catalogue cette année, où justement on revient Mhm. sur tout ça, sur cette notion de parcours client pour que vous compreniez bien ce qui se passe.
Oui, j'en ai noté deux, trois là, deux, trois Ouais, séminaires là, au mois de juin. ouais. Ouais. Il faut vraiment, mais même des Ok, formations. bah écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie. Ouais, Donc, merci. et je vous en prie, il n'y a pas de souci. Donc, pour aller un peu plus loin, moi, je vous encourage bien sûr à aller sur les sites officiels des différents labels et des marques, de bien, ben, un peu ce que je disais à Hubert, de prendre les fiches pratiques, de regarder un peu les grilles, de ne pas hésiter à contacter eh ben, tout ce qui est institutionnel, hein. Donc, en l'occurrence, chez vous, c'est Moselle Attractivité, mais pas que, hein, aussi les labels nationaux. Et puis, pour certains, je l'ai mis, vous le savez peut-être pas, mais évidemment, dans le cadre de la labellisation, très souvent, vous avez la possibilité d'accompagnement individuel sur votre stratégie. Donc, ça peut être très intéressant. En tout cas, moi, ce que je vous encourage, c'est vraiment à ne pas hésiter à prendre les renseignements et puis aussi peut-être à regarder ce que pensent hein, les autres de ça. C'est-à-dire, en l'occurrence là, quand vous êtes hébergeur, de vous dire, ben, les autres, ils en pensent quoi, ceux qui adhèrent depuis 5 ans? Vous voyez? Hein, ou d'aller un peu benchmarker aussi, ça fait beaucoup de bien. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, les prochains parcours en expérience client en webinaire, ce sera en octobre avec les tendances et différentes formes de médiation et de visite. Mais vous avez en tout cas, sinon, tout un tas d'autres formations et ateliers que je vous laisse découvrir dans le catalogue de Moselle Académie Tourisme. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que c'est bon pour tout le monde? Juste une question, je voudrais savoir, est-ce que le PowerPoint, du coup, vous le retransférez ou est-ce qu'on pourra le revoir en replay? Parce que Oui, je les connaissais quand deux. même, oui, je connaissais quand même pas mal de labels, hein, comme dit, nous on a déjà qualité tourisme et accueil vélo, mais voilà, certains labels, justement, quand on fait visite prestataire pour en parler à nos hébergeurs et restaurateurs, je ne les connaissais pas tous, donc c'est vrai que voilà, si Pas de je peux avoir la souci. liste, ce serait bien. Pas de Merci. souci, ça sera disponible le support ainsi que le replay. D'accord, merci. Sous quinzaine, je pense. Enfin, je n'ai pas les dates exactes, mais je sais que en tout cas, c'est disponible. C'est tout bon pour tout le monde? D'autres questions, d'autres interventions? C'est tout bon pour moi. Super. Merci bien. Merci à vous en tout cas. Et puis, Merci beaucoup. je vous souhaite une bonne saison et une bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.